Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation au numérique et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler commerce. Alors vous êtes peut-être en train de faire vos courses dans un centre commercial ou alors vous flânez dans votre canapé et vous êtes en train de commander sur une plateforme. Mais derrière cette routine se jouent trois grandes révolutions. La fusion du digital et du magasin physique, l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots et la transformation silencieuse du modèle économique du commerce. Alors à quoi ressemblera l'expérience de vente de demain? On vous dit tout dans quelques instants dans le numérique pour tous sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et alors que le digital est en train de bouleverser nos façons d'acheter, comment les acteurs du commerce vont-ils se réinventer dans quelques années? Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Zouhir Oumechkan, directeur de l'innovation appliquée au commerce chez Capgemini France. Zouhir, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Alors, on a longtemps dit que le digital allait tuer les magasins physiques. Pourtant, 80% des achats se font encore en magasin. Alors, à quoi va ressembler le futur du commerce? Dites-nous tout. Oui, c'est une très bonne introduction parce qu'il y a quelques années, on avait l'adage de dire le diable s'habille en GAFA en référence aux mastodontes américains. Et en effet, le magasin est loin d'être mort. Il y a encore de plus en plus de magasins qui sont ouverts. Et dans l'expérience aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le magasin a su se réinventer en offrant davantage notamment de services en fonction des populations. D'ailleurs, on voit de plus en plus dans les magasins urbains la possibilité de louer, par exemple, de la marchandise dont on aurait besoin pour le week-end pour faire ses travaux. Et surtout, il n'y a pas une opposition entre le digital et le physique, mais véritablement, une complémentarité. Et cette complémentarité, il y a des exemples qu'on peut voir au quotidien, notamment sur le click and collect, notamment la possibilité d'aller retirer des colis. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que le magasin a su se réinventer pour répondre aux enjeux des clients. Alors, il y a une tendance que l'on voit et qui vient des États-Unis, j'aimerais qu'on en parle dès l'introduction, c'est le magasin comme un lieu événementiel, en fait. On va avoir du spectacle, du show, des choses comme ça. Est-ce que c'est devenu un nouveau lieu de vie puisqu'on y passe le week-end et on a envie de vivre quelque chose d'un petit peu plus différent? Oui, et c'est ce qu'on appelle l'économie de l'expérience ou l'économie de l'attention, c'est-à-dire que le motif de transaction n'est pas ce qui est recherché directement, mais on va justement jouer davantage sur l'expérience et l'émotivité des clients pour justement les faire venir davantage. Donc il y a des expériences immersives qui sont de plus en plus popularisées, notamment de l'autre côté de l'Atlantique avec des hologrammes. J'ai eu l'occasion quand j'étais à New York de visiter l'Harry Potter Store où on peut véritablement se promener dans Poudlard avec des casques de VR. Et c'est vrai que toutes ces expériences-là qui font l'enchantement, notamment pour les familles, et un motif de visite justement dans ces centres commerciaux. Alors c'est un motif pour les attirer, mais c'est aussi un motif pour les maintenir captifs et faire acheter davantage. Bien entendu. Alors il y a tout un ensemble de basiques, on veut dire, du commerce qui est mis en place autour des expériences olfactives, autour de la façon dont sont organisés les magasins. Et puis il y a aussi une intégration technologique qui se fait de plus en plus. Alors en France, c'est un peu moins le cas pour des questions de législation, mais on a beaucoup de technologies autour de l'IA justement qui vont aller observer le parcours des clients pour justement mieux réaménager, organiser le magasin de façon à leur faire passer le plus de temps possible. Alors on va y venir, vous parlez d'IA, d'intelligence artificielle. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le consommateur et parfois à son insu parce qu'il ne s'en rend pas compte quand il va faire ses courses dans un hypermarché ou alors quand il va commander en ligne? Alors jusqu'à aujourd'hui, on avait énormément, les clients je pense étaient habitués notamment quand ils naviguaient sur les différentes plateformes d'avoir des recommandations de produits. La différence notamment avec l'émergence de ces nouvelles plateformes comme ChatGPT ou comme Gemini de chez Google, c'est que aujourd'hui l'utilisateur va davantage déléguer. Et la raison principale, c'est qu'avec ces nouvelles technologies d'IA générative, on peut donner davantage de contexte dans la façon dont on recherche un produit. Alors donnez-nous un exemple concret. On va sur ChatGPT. Voilà. Comment ça se passe? Exemple concret, je suis un nouveau joueur de tennis, je cherche une raquette. Précédemment, on devait aller naviguer sur différents sites web, aller faire Google, de la recherche, de la Google, ouais. Exactement. Aujourd'hui, on va pouvoir mettre ou une photo, ou même un texte, ou même un audio très rapidement pour décrire ce dont on a besoin, donner davantage de caractéristiques sur le produit qu'on recherche et ce qu'on est. Et véritablement, l'IA va faire tout ce travail de recherche, de comparaison de produits, alors même jusqu'à vous proposer d'acheter directement le produit pour vous. Et ça, alors, ça pose une vraie question, Zouhir. Ça veut dire que les marques ont payé, comme sur Google, pour être les premiers à être cités, parce qu'il y a peut-être des produits confidentiels qui sont très bons, comme vous parliez d'une raquette de tennis, ou alors une crème pour la peau, ou alors ça se fait naturellement et l'IA classe par rapport à la pertinence de votre demande et le besoin que vous avez? Alors, concrètement,
Et contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité sur ces plateformes de payer pour être en visibilité. D'accord. Donc, ce que les marques, et c'est un véritable challenge, et nous, au quotidien, on accompagne nos clients sur ces sujets-là, c'est de se dire comment on fait en sorte que ces fameux agents, ces fameux robots IA, quand une requête est demandée, faire en sorte que notre site web et nos informations sont suffisamment bien structurées pour que les robots viennent trouver les informations dont ils ont besoin et du coup, vous mettre en visibilité. Et ça, c'est super important parce que dans l'IA, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux robots sont très feignants. Et au plus votre site web est structuré de façon à répondre aux questions claires des clients, au mieux vous allez être positionné. Alors, ce que vous dites pose une autre question, c'est la personnalisation, parce qu'aujourd'hui, quand on va effectivement choisir sur sa tablette ou son ordinateur un produit, il commence à vous connaître un petit peu et il vous propose les produits qui sont nécessaires pour vous. On pense à Amazon notamment, ou alors à Genius, hein, même d'Apple. Est-ce que ça veut dire que demain, tout mon écosystème informatique va tellement bien me connaître qu'il va uniquement me proposer les produits dont j'ai besoin, alors que peut-être j'ai envie d'essayer quelque chose que je ne connais pas, qui n'est pas sur mon écran radar, mais je vais toujours passer à côté. On est dans quelque chose aussi là qui est un petit peu troublant par rapport à la liberté de choix. Oui, ça peut être un risque. Alors, dans la technologie, le champ des possibles est très vaste. Après, ça va être une question de volonté humaine, de ce qu'on va vouloir faire. En effet, il y a un risque qu'on soit conforté dans nos choix, un peu quand, lorsque vous regardez des vidéos YouTube, on vous propose des thématiques qui vous ressemblent. Maintenant, sur la question de votre connaissance, c'est vrai que cette connaissance va être démultipliée. Notamment lorsque vous faites des recherches, ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur les chats GPT ou Gemini, toutes les recherches que vous allez... Je vais vous donner un exemple très concret. Je me suis mis au sport pour perdre un peu de poids et j'ai expliqué à mon chat GPT personnel que j'avais des soucis de dos, etc. Et donc, à chaque fois que je vais lui faire une demande, que ce soit même sur de l'alimentation, des exercices de sport ou de la marche, il a mémorisé cette information-là. Et ce qui fait que dans les recommandations qu'il va me faire, il va me prendre en compte en privilégiant certains types d'exercices ou certains types d'aliments. Donc, c'est quand même un petit peu biaisé. Hein. Alors, j'aimerais qu'on revienne... Biaisé, mais si c'est au bénéfice du client, ça peut être positif. Oui. Il faut être quand même vigilant et avoir son libre arbitre. J'aimerais qu'on parle de quelque chose de concret qui sont les robots humanoïdes. Alors eux aussi, ils font leur arrivée dans les hypermarchés et les centres de distribution. Quel rôle ils vont avoir peut-être aujourd'hui ou demain? Est-ce qu'ils vont porter mes courses et éviter que je les mette dans des sacs, que je les enlève, que je les remette, etc. Alors, c'est des discussions qu'on a nous avec nos clients, parce qu'on a la chance au sein de Capgemini d'être équipés dans nos différents sites de robots humanoïdes justement pour faire des premiers essais. Alors en magasin aujourd'hui, je vais vous dire clairement non, parce qu'il y a aussi une question de législation et de sécurité. En revanche, quand on discute avec nos clients, c'est plutôt sur comment les robots peuvent aider, notamment sur des tests de pénibilité ou de manutention. Ce qu'il faut savoir, la grande différence entre ces robots humanoïdes et les robots classiques, si vous voulez, ils étaient préconfigurés à faire un certain nombre d'actions. Donc c'est un bras. Un robot classique, pour être visuel, c'est un bras qui va soulever un paquet ou une palette et qui va la mettre de gauche à droite. Des robots humanoïdes, on va leur donner un objectif et ils vont être capables de s'adapter en fonction d'un contexte. Donc par exemple, s'il y a un obstacle, de façon intuitive, ils vont savoir qu'ils vont devoir se détourner de l'obstacle pour réaliser leur action. Et donc dans ce monde qui devient de plus en plus numérique entre les robots et entre effectivement cette programmation des algorithmes, est-ce que ça va améliorer quelque part l'expérience du client ou alors ça va permettre de réduire la manutention et le personnel et d'avoir des marges plus importantes? Non, je pense que les marques, les commerçants, ce qu'ils veulent avant tout, c'est deux choses. C'est une efficacité opérationnelle et cette efficacité opérationnelle au service de l'expérience client. Après, la finalité, si ça dégage plus de productivité, plus de marge, c'est bénéfice. Mais je pense que véritablement, les commerçants, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est à répondre aux exigences de leurs clients. Mais alors, vous parlez des commerçants. Est-ce qu'on ne parle là que de la grande distribution et demain, en fait, tout le commerce sera lié à la grande distribution? Et quel est l'avenir des petits commerçants, justement, qui nous écoutent et qui s'interrogent un petit peu sur cette omniprésence des grandes enseignes? Les petits commerçants, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que les grands commerçants, les grands retailers, comme on dit, pour pas dire d'anglicisme, ils ont tendance à mettre en avant ce qu'on va être les tendances. Maintenant, les petits commerçants, forcément, ils vont devoir s'adapter à ce monde technologique. Et il y a fort à penser aussi qu'il y aura aussi une économie de la technologie, mais plus à destination de ces petits commerçants, justement pour garder cette même promesse et que les clients ne voient pas de différence dans l'expérience entre des grandes enseignes et des plus petits commerçants. Et il y a quand même une épingle du jeu à tirer. Vous parliez tout à l'heure d'un bon site web bien précis et bien rédigé. Là, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant où ils peuvent valoriser leur singularité, on va dire, dans un contexte où les offres vont être un peu banalisées dans les grandes enseignes. D'ailleurs, j'ai une anecdote. J'étais à une conférence aux États-Unis justement sur ce sujet-là et une experte de l'IA expliquait qu'elle cherchait un cadeau pour son frère.
Et donc elle a favorisé les plateformes comme ChatGPT pour poser la question. Et contre-intuitivement, c'est pas une grande marque qui a été citée, mais c'était un petit commerçant du coin. Donc oui, ils vont devoir eux aussi se préparer, mais ils peuvent aussi tirer leur épingle du jeu, notamment sur ces notions de produits locaux. Et c'est exactement, de localisation et de commerce de proximité. Là, exactement. Il y a effectivement une vraie opportunité. Zouhir, pour conclure, le commerce du futur, il sera plus pratique ou plus manipulateur ? Là, je pense que c'est aussi la décision de l'humain, dans le sens, au sens même de la législation. Est-ce qu'il sera un peu manipulateur forcément, parce que l'objectif, c'est quand même de convertir. Maintenant, en fonction de ce qu'on va décider d'un point de vue législatif et en fonction du type de données qu'on va autoriser, et là-dessus, il y a une différence entre ce qui se passe en France et ce qui peut se passer ailleurs, notamment en Chine ou aux États-Unis. On est quand même beaucoup plus vigilant pour éviter notamment de partager des données qui sont confidentielles. Merci beaucoup, Zouhir Oumechkan pour Capgemini. Je vous propose de marquer une courte pause et dans un instant, on ira encore plus loin pour comprendre comment le numérique va façonner nos envies, nos choix et peut-être nos décisions d'achat. Le numérique pour tous, spécial commerce, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale commerce du futur, il est porte-parole de Jouet Club. Nous avons le plaisir d'accueillir Franck Maté sur le plateau de Sud Radio. Franck, bonjour, toujours un plaisir de vous recevoir ici. Bonjour Vanessa. Alors, on commence par la conclusion, j'aime bien. À quoi ressemblera concrètement l'expérience d'achat du futur pour vous, Franck ? Je pense que l'expérience d'achat du futur, elle sera extrêmement fluide. Aujourd'hui, les clients, ils sont face à des problématiques de choix de produits, choix de commerce, choix de mode de déplacement. Et donc, en fait, grâce à la technologie, on va pouvoir finalement supprimer tout ça. Alors, ça va prendre du temps, mais on voit qu'avec l'intelligence artificielle, on voit qu'avec les réseaux sociaux, on voit qu'avec les sites internet des magasins, eh bien, tout peut arriver à se connecter et faire en sorte que le client, demain, quand il va arriver en magasin, je dirais presque tout sera évident pour lui, et même l'acte d'achat en lui-même pourrait être certainement fluidifié grâce à la technologie, et par exemple on pourrait éviter des moments qui sont un peu irritants comme le passage en caisse et surtout l'attente en caisse. On est d'accord. Alors j'aimerais bien qu'on rentre dans les coulisses de ce commerce parce que vous les connaissez bien. Récemment il y a une affaire qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'affaire de l'enseigne chinoise Shein qui s'est implantée à côté du BHV. Alors ça fait beaucoup de bruit, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez en profondeur ce qui s'est réellement passé, parce que je pense que tout le monde n'en a pas connaissance. Oui, mais en fait, c'est une histoire de décision stratégique des deux côtés. C'est-à-dire que tout à l'heure, tout à l'heure, on disait que le digital menaçait le commerce, mais en fait, on est en train de se rendre compte que le digital a besoin du commerce parce que ça lui apporte une légitimité qu'il n'a pas en ligne, une existence physique réelle vis-à-vis des consommateurs. Et là, on avait un espace commercial, le BHV, qui est en perte de vitesse depuis quelques années et qui a besoin de se redynamiser et qui a imaginé que faire venir un acteur comme Shein qui monte en notoriété, qui est dans l'ultra fast fashion, donc qui pourrait attirer énormément de gens, eh bien, il pourrait faire un partenariat avec cette marque et la proposer dans son espace de vente. Donc, c'était une promesse finalement d'accéder à de l'ultra fast fashion à bas prix dans un espace physique. Sauf que la réalité est complètement différente, puisque on ne peut pas mettre des produits à 5, 6, 7, 10 euros dans un magasin. Économiquement, ce n'est pas tenable. Et donc, ils ont fait le choix de faire du Shein premium dans cet espace commercial. Ouais. Et donc, évidemment, il y a eu une grosse affluence au début parce que la promesse était Shein au BHV. Donc, tous les Parisiens et les Franciliens se sont précipités le jour de l'ouverture. Et là, eh bien, malheureusement, ils ont découvert que c'était pas Shein, mais c'était du Shein premium, avec un choix qui était beaucoup plus restreint que le choix qu'on a en ligne, et donc des promotions aussi qui sont complètement différentes. Et donc les gens étaient très déçus en réalité. Et donc cette expérience qui a été un coup médiatique extraordinaire, parce qu'on en a parlé de partout, en télévision, en radio, dans la presse écrite, et même à l'international. Donc ça a fait en fait vraiment une bulle médiatique très forte. Et bien d'un point de vue commercial, c'est retombé très vite. Et c'est retombé d'autant plus vite que l'impact que ça devait avoir sur les autres espaces de vente du BHV, eh bien, c'est aussi réduit puisque là, des marques ont refusé de s'associer à Shein dans un même espace commercial. Et donc, vous avez aujourd'hui des étages qui sont, pour certains, quasiment vides puisque tous les acteurs en sont partis. Mais vous avez le sentiment que c'est le symbole quand même d'un basculement du commerce mondial avec des enseignes qui sont présentes sur du numérique et des anciennes physiques ?
Alors, on voit que des enseignes numériques cherchent à trouver des solutions de commerce. Amazon s'est essayé avec des librairies aux États-Unis, avec des boutiques en Europe où on achetait sans payer, uniquement avec son application. Alibaba fait des tests aussi, Temu fait des tests. En fait, ils cherchent une forme de légitimité. Quand Chine veut se mettre au BHV à Paris, Paris c'est la capitale de la mode. Donc le textile à Paris, je trouve de la légitimité à être présent. Donc on va vouloir chercher ça. Mais en réalité, les mondes sont tellement différents, les propositions sont tellement différentes que la greffe ne prend pas obligatoirement. Et c'est ce qu'on a vu. Tous les exemples aujourd'hui de tests qui ont été faits de faire des commerces soit dans un seul point de vente, soit dans plusieurs points de vente, ont échoué. Et donc, par exemple, Amazon, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté une enseigne aux États-Unis et donc il essaie de développer un système global de son site internet jusqu'à ses points de vente. Alors, vous parliez tout à l'heure de cette fast fashion, cette mode consommable et jetée qui a très bas prix. On voit paradoxalement qu'il y a des enseignes physiques qui montent en gamme et qui augmentent leur prix. On prend Zara, par exemple, la marque de Inditex. Les prix sont en train d'augmenter sur certaines enseignes. Il y en a une notamment dans le 7e. Comment vous expliquez un petit peu cette premiumisation paradoxalement, avec effectivement ce low cost, ces prix très bas dans certaines enseignes? C'est un phénomène de concurrence naturelle, en fait. Lorsque vous êtes dans un segment de marché avec des prix bas, dès lors qu'il y en a qui viennent avec des prix encore plus bas, bien là, vous avez une question à vous poser. Est-ce que je reste au milieu du gué et à terme, je vais disparaître? Ou alors, est-ce que je monte un peu en gamme pour là créer une vraie valeur ajoutée par rapport à ces concurrents d'ultra fast fashion? D'autant plus que moi, j'apporte une expérience magasin que le site internet n'apporte pas. Et donc, je peux créer en fait un réflexe de consommation qui va être fondé sur une dimension émotionnelle, sur une dimension découverte, sur une dimension relationnelle. Et c'est ce qui explique, on le voit, même dans des enseignes comme Jiffy, par exemple, sont montées en gamme dans le temps. Donc, pour moi, c'est un phénomène naturel. C'est simplement essayer de creuser un écart. C'est-à-dire qu'on va rester très loin du luxe, mais on va avoir des codes du luxe d'une certaine façon, tout en ayant des prix qui sont très accessibles, mais qui ne sont pas les plus bas prix, parce que je veux quand même apporter une qualité dans mon produit, une qualité dans ma relation. Alors là, vous pointez du doigt un sujet qui concerne tout le monde, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va vers une enseigne digitale parce qu'elle est moins chère et on refuse l'expérience d'un endroit physique. Comment on se positionne dans ce contexte-là? Est-ce qu'on a une vraie vision de ce qui se passe en France? Oui, mais en fait, les consommateurs, ils sont multiples. C'est-à-dire que eux, ils vont gérer par rapport à leur pouvoir d'achat. Donc, s'ils ont 100 € à dépenser, ils peuvent très bien se dire, pour des choses qui me paraissent du quotidien, je vais dépenser pas plus de 5 €, mais par contre, je veux pouvoir me faire plaisir, et là, je vais mettre 50 €. Et donc, le jeu des enseignes, c'est d'arriver finalement à se positionner par rapport à cette différenciation de besoins sur une même personne. Voilà, nous ne sommes pas uniques. Moi, je prends souvent l'exemple des vacances. Quand on part en vacances, on définit son budget, mais quand on est en vacances, ça se passe super bien, les enfants, tout ça, on peut peut-être dépenser 10, 20 ou 30% de plus. Là, c'est un peu la même chose. Ce ne sont pas des achats qui sont impliquants, engageants. Donc, on est dans les achats plaisir, malgré tout, puisque des vêtements, tout le monde a des armoires qui sont pleines à craquer. Donc, on veut se faire plaisir. Donc, c'est le coup de cœur. Et souvent, quand on a envie de se faire plaisir, on est moins regardant sur son budget. Donc, ça, les enseignes le comprennent. Et c'est ce qui explique que, finalement, les propositions des enseignes, elles vont bouger. Les aménagements, ce qu'on appelle les concepts magasins, vont bouger. Les expériences clients, les propositions d'interaction dans le magasin vont évoluer pour faire en sorte de correspondre à un type d'attente qui va être différent de l'achat à bas prix, à tout prix. Vous êtes porte-parole, on le disait, d'une enseigne de magasins de jouets. Oui. Alors on imagine que la grande saison pour vous, c'est plutôt les mois de novembre et décembre, où on achète du jouet pour les enfants. Là aussi, comment le numérique vient compenser peut-être une période plus creuse pendant tout au long de l'année? L'apport du numérique, c'est vraiment d'amener de l'information à nos clients. Une des questions principales qu'on nous pose en magasin, c'est qu'est-ce que vous avez de sympa pour un enfant de 5 ans? C'est son anniversaire samedi prochain, je cherche un cadeau. Ou deux jeunes adultes qui viennent, qui disent voilà, nous on voudrait un jeu de société qui soit plutôt dans une dimension humoristique et transgressive. Eh bien, grâce à la technologie, pour tous les gens qui préparent leurs achats en amont de venir en magasin, eh bien, on peut amener de l'information. On en parlait tout à l'heure. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut arriver à produire du contenu, mais pas du contenu qui soit uniquement centré sur les caractéristiques du produit, mais sur ce que les jouets vont apporter à leur utilisateur. Parce que dans chaque jouet, il y a une dimension éducative, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension d'épanouissement, il y a tout un ensemble de notions
qu'on ne voit pas dans les descriptions. On va dire, voilà, c'est un jeu pour jouer 5 minutes à 5 joueurs et on vous donne quelques éléments de la règle. Mais on peut aller plus loin. Et pour aller plus loin, eh bien, on peut utiliser la technologie. Franck, justement par rapport à ce que les marques peuvent montrer sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs enfants qui scénarisent l'utilisation de certains produits. Quelle est votre position sur le sujet? Vous trouvez ça sain? Les enfants, c'est les parents qui sont derrière, donc c'est pas très sain en réalité, puisque surtout que les enfants de cet âge-là ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc il y a un biais qui est naturel, mais les choses se mettent en place. On a vu sur YouTube et notamment sur 2 plateformes, la réglementation a imposé des changements, donc tout ça évolue. Et finalement, ce que vont regarder les parents, c'est plutôt quels sont les avis. Quels sont les retours d'expérience? Nous, on le voit en magasin quand on fait un conseil à un parent, lorsqu'ils reviennent un mois après, ils nous font un commentaire sur le jouet qu'on leur a recommandé. Et donc, c'est plutôt ça l'enjeu pour nous, c'est d'obtenir finalement tout un ensemble d'avis et le plus large possible qu'on peut complètement structurer grâce à l'intelligence artificielle et qu'on va pouvoir restituer aux clients. Et là, les clients vont se retrouver dans les avis. Et donc, du coup, c'est comme ça que finalement, ils vont pouvoir conforter soit leur choix s'ils font du libre service total, soit nos vendeurs vont pouvoir utiliser ces arguments pour faire du conseil sur tel ou tel produit. On a de cesse de parler d'intelligence artificielle. Dans les jouets d'aujourd'hui et de demain, elle fait une entrée fulgurante et fracassante, ou alors c'est un petit peu plus calme que sur d'autres produits? Alors ça reste calme, mais ça sera spectaculaire, puisque en 2026, on va avoir des jouets qui vont être équipés de solutions d'intelligence artificielle. Ça existait déjà un petit peu pour des jouets scientifiques, mais là on va l'avoir sur des jouets plus ludiques. C'est un complément. Donc il ne faut pas oublier que le jouet s'adresse à une population d'enfants et d'adultes, et qu'on va chercher une interaction avec le produit. Et donc ce qui est intéressant, c'est comment l'intelligence artificielle, sur certaines activités, quand il y a un partage de connaissances, quand il peut y avoir un dialogue avec le jouet, eh bien comment l'intelligence artificielle peut apporter justement des contenus supplémentaires au jouet et permettre à l'enfant d'avoir une expérience de jeu qui va être encore plus forte, plus enrichissante. Franck, 1 minute pour conclure. Si je vous donne carte blanche, à quoi ressemblera une journée d'achat idéale en 2035 ? Une journée d'achat idéale, elle peut commencer sur les réseaux sociaux. On va commencer à se documenter, on va poser des questions par rapport à ce qu'on veut. Ensuite, on peut faire un petit tri avec l'intelligence artificielle. Et demain, s'il y a des agents IA qui se développent, on commencera directement par les agents IA. Et puis ensuite, on peut échanger autour de soi pour voir si l'idée qu'on a, elle est bonne. Et puis ensuite, on vient vivre cette expérience en magasin, seul, entre amis ou avec son enfant. Et là, on va retirer un bénéfice de ce moment. Et puis ensuite, à la maison, avec le jouet. Et c'est l'aboutissement de toute cette démarche. Merci beaucoup Franck et Zouir pour cette expérience du commerce de demain. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à être de plus en plus nombreux sur les réseaux, à nous suivre et à interagir. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.